Salut à tous, bienvenue sur 01 TV et c'est parti pour ce nouveau numéro de 01 Hebdo. Chaque jeudi, vous le savez, en fin de journée, vous nous retrouvez sur 01 TV pour le débrief complet de l'actu tech de la semaine. Jérôme, bonjour. Salut François, oui, fin de journée juste avant l'apéro. C'est vrai. Voici le sommaire. Le sommaire de ce 01 Hebdo, tout d'abord, l'actu, c'est bien entendu l'arrivée d'iOS 14 qui intéressera tous les possesseurs du smartphone d'Apple. Les principaux points avec Nicolas Lelouch, non d'ailleurs sans Nico. Il y en a pas mal d'ailleurs de nouveautés. Vous savez que le nouveau James Bond sort en novembre et James Bond a le Nokia 8. On le découvrira avec le patron de Nokia France. Côté smartphone encore, on va s'intéresser au Galaxy S20 édition FE qui vient d'être dévoilé et c'est là que nous retrouverons Nicolas Lelouch bien sûr. Et puis ça bouge dans le monde du jeu vidéo, Jérôme. La dernière news en date qui est économique. Bethesda vient de se faire racheter par Microsoft. Bethesda, c'est entre autres l'éditeur de Doom. On en parle avec Aymeric Siméon tout à l'heure. On terminera par les insolites de Jordan Cosino qui a testé, parce que maintenant Jordan met les mains dans le cambouis et il s'attaque, vous le voyez, à une imprimante portable. J'espère qu'il n'a pas mis la main dans l'imprimante. J'espère pour lui, mais on va lui poser la question dans un instant. Jordan. Bienvenue, c'est 01 Hebdo, c'est parti. Eh bien voilà, on est très heureux de vous retrouver ce jeudi encore pour un nouveau numéro de 01 Hebdo. Tu vas bien François ? Je vais très bien Jérôme, j'espère que toi aussi. Et tu sais qu'on commence toujours ce 01 Hebdo par notre question légendaire 01 Hebdo Orange. Petit coup d'œil sur la question de la semaine dernière. On évoquait justement le jeu vidéo avec Microsoft, si on peut voir la question. Et justement, on vous questionnait sur les Xbox Series X ou la PS5. Parce que ça va être le match de l'année. C'est toujours la grande question. Êtes-vous plutôt PlayStation ou plutôt Xbox ? Eh bien écoutez, majoritairement, vous qui nous regardez, vous êtes plutôt PS5. Très bien, on prend note. Écoutez, majoritairement, mais Xbox est bien présent dans ce sondage. Sûr. Ça va être chaud bouillant cette fin d'année, avec la sortie des nouvelles Xbox et de la PlayStation 5. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Notre question 01 Hebdo Orange maintenant de cette semaine. Allez, on remet les compteurs à zéro et on va parler de voitures électriques, Jérôme. Oui, puisque vous allez le voir, il y a quelques petites annonces du côté d'un certain constructeur qui s'appelle Tesla. Et alors, ça pourrait avoir des conséquences sur le prix. Bon, pas tout de suite, mais dans quelques années. Imaginez une Tesla citadine à 25 000 $ ou euros, on espère. Est-ce que vous seriez tenté ? Il y a de l'appétence pour Tesla, évidemment. Exactement. Pour l'instant, on est à... on va dire à 2 tiers, 1 tiers. Et ce n'est que le début de ce sondage, donc continuez, vous pouvez voter. La question 01 Hebdo Orange sur le compte Twitter de 01 TV. N'hésitez pas, on fera un point tout au long de cette émission d'ailleurs. Voilà, on démarre tout de suite par les actus de la semaine. L'actu, François, c'est du jeu vidéo, mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Vous êtes peut-être parmi ces victimes, les victimes du Joy-Con Drift. De quoi s'agit-il ? Joy-Con Drift. Le Joy-Con Drift. Ça fait un peu peur, ça fait un peu nom de rivière américaine. Ouais, ou film d'horreur. Film d'horreur. C'est un peu une horreur pour Nintendo, parce que cette histoire est un peu abracadabrante. Vous le savez, la Switch est une console qui cartonne et s'est vendue à des dizaines de millions d'exemplaires dans le monde. Sauf que, il y a un petit couac. La manette de la Switch, au bout d'un moment, commence à faire n'importe quoi, Jérôme. Exactement. Vous avez les personnages qui glissent à l'écran. Là, vous bougez pas la manette vous avez l'impression que le jeu est hanté, il bouge tout seul. Voilà, d'où le nom de Drift, d'ailleurs. Oui. Donc ça a démarré, ça a été constaté en tout cas aux États-Unis, mais pas seulement, également dans le monde, partout en France. Et cette semaine, l'UFC Que Choisir a décidé, après avoir été saisie, paraît-il, par 5000 consommateurs, elle a décidé de porter plainte contre Nintendo. Pour en parler, nous avons notre spécialiste jeux vidéo, Aymeric Siméon. Bonjour Aymeric. Bonjour Jérôme, bonjour François, bonjour à tous. Salut Aymeric. Alors, petite confidence, il paraît que Jérôme est meilleur avec le bug de la manette que lorsqu'il joue lui-même. J'arrive enfin à marquer des points. C'est la rumeur qui circule en ce moment dans la rédaction de 01. Il dérape mieux dans Mario Kart. C'est ça. Exactement. Comme quoi, tu vois, ce bug peut arranger parfois certains joueurs. Alors plus sérieusement, Aymeric, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce que c'est vrai que cette manette de Switch tombe en panne plus vite que prévu ? Alors, le Joy-Con Drift, ça s'appelle comme ça en fait, comme vous le rappeliez, en fait c'est effectivement un problème qui est connu et qui en plus ne touche pas que les dernières générations de consoles, ça a même commencé avec les premières Switch.
Alors, vous l'avez rappelé très justement, en fait, le premier symptôme, c'est quoi? Je ne touche pas à ma manette, et puis c'est marrant, parce que la caméra se décale légèrement d'un côté ou de l'autre. Mon petit bonhomme à l'écran va se déplacer alors que j'ai absolument rien fait. Et donc ça, c'est quand même un problème, parce que bon, s'il y a des jeux qui ne nécessitent pas une précision d'enfer, il y en a d'autres pour lesquels le manque de précision, c'est déjà beaucoup plus problématique. Et puis surtout, c'est quand même assez ennuyeux, quoi, d'avoir une console qui est défaillante, alors que pour la plupart du temps, c'est des modèles qui sont pas très vieux. Donc c'est pas nouveau. Et d'ailleurs, Nintendo s'était déjà fait pas mal épingler en fin d'année dernière. Ils avaient reçu un cactus d'or de la part de 60 millions de consommateurs. Pour la Switch. Ça, c'est pas bon, ça, le cactus d'or. Non, c'est pas bon. Et puis effectivement, l'UFC Que Choisir avait déjà mis en demeure Nintendo fin 2019, l'obligeant à réparer gratuitement les manettes, donc les Joy-Con, qui étaient défectueux. Ouais, parce que sinon, il fallait payer. Si on n'était plus sous garantie, il fallait payer. Ouais, il y avait un petit flou artistique, c'est-à-dire qu'effectivement, si tu étais encore sous garantie, ça pouvait marcher. Si tu l'étais plus, dans certains cas, c'était pris en charge. Négocier, et puis pas d'autres. mais bon. Ouais, c'était assez opaque. C'était 45 € pour faire changer la manette, c'est ça? C'est à peu près ça. Alors, c'est quand même... En plus, c'était un problème on ne peut pas dire que ce soit un cas isolé, parce qu'en fait, sur la planète entière, il y a eu des cas. Donc, c'est vraiment qu'il y a un souci au niveau de cette console. Et je vais vous faire une confidence. J'ai moi-même une Switch Lite qui, en ce moment, est chez Nintendo pour réparation à cause du Joy-Con Drift. Non, voilà. Nous avons une victime du Joy-Con Drift. Non, mais en plus, tout à fait. Ça arrive chez la star du jeu vidéo à 0,1 quoi. En plus, c'est pas bon. Ça fait des ordres. C'est pas grave, en même temps, ça arrive, mais voilà. Mais effectivement, ma Switch Lite, elle est aussi impactée par le Joy-Con Drift, et je peux vous dire qu'il y a un peu de délai dans les centres de réparation de Nintendo, puisque ça fait 1 mois qu'ils ont ma console et que je ne la reverrai sans doute pas avant au moins la voire la fin du mois prochain. Voilà. Donc, et là, tu vas payer pour ce changement ou ce sera gratuit ? Non, c'est gratuit. Maintenant, c'est gratuit. Ouais. Maintenant, c'est gratuit. Ça me permet de pouvoir rebondir habilement sur la chose. C'est que le 10 janvier dernier, le PDG de Nintendo France avait assuré dans un communiqué que, on allait pouvoir se faire remplacer gratuitement les Joy-Con défectueux, et que Nintendo le prendrait à sa charge, que ce soit aussi bien sur les Switch classiques, donc dont les Joy-Con s'enlèvent, que sur les Switch Lite, où là, on ne peut pas enlever le Joy-Con, donc on est obligé de renvoyer toute la console au centre de réparation et d'attendre qu'elle revienne. Voilà. Bon, très bien. Et alors, ce qui est étonnant, un dernier mot là-dessus, c'est que donc ils ont porté plainte pour obsolescence programmée. C'est ça. Alors que, à vue de nez, on n'aurait pas pensé à ça naturellement. Oui, c'est plutôt un bug de conception. Il y a un défaut de fabrication. Je pense que délibérément, Nintendo n'a pas fait exprès d'avoir ce problème de manette. Alors effectivement, je ne pense pas non plus. On est innocent jusqu'à preuve du contraire, comme on dit. Et l'UFC Que Choisir avait déjà accusé Nintendo, ce que je disais tout à l'heure, d'obsolescence programmée. Ça, c'était en novembre dernier. Et effectivement, là, ils sont passés à l'attaque, puisque effectivement, c'est-à-dire que juridiquement, ça aura plus de poids, quoi. Ça fera plus de bruit. C'est ça, voilà. Donc, en plus, ça permet d'ouvrir une action de groupe. Donc, voilà, puisqu'il y a quand même, vous le rappeliez, plus de 5000 personnes, je crois, qui se sont associées à l'association. Donc, à suivre. Merci beaucoup, Émeric. Merci, Émeric. Émeric, j'imagine que tu es chez toi. Tu as le temps de prendre un petit café. Voilà. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de ton intervention. On va parler là du rachat de Bethesda par Microsoft. À tout à l'heure. C'est ça. À tout à l'heure. Tout à l'heure, merci à toi. Mais avant ça, François, si on parlait un peu de voitures et de voitures électriques, et même de batteries plus précisément, puisque l'actu cette semaine, c'est notre cher Elon Musk qui l'a fait également. Et oui, on le sait, les Tesla, ça nous fait rêver. Si vous êtes un tant soit peu geek, une Tesla, on rêve d'avoir cette voiture. Alors, 2 problématiques. La taille, c'est vrai que ce sont des voitures qui sont faites pour les routes américaines, donc elles sont plutôt grandes. Et quand on est, nous, dans nos petites villes ou grandes villes avec des petites places, c'est pas facile pour l'Europe. Ça devient compliqué dans les centres-villes. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est pas donné une Tesla. Même si la Model 3 est presque quasi abordable pour une voiture électrique. On est avec les aides aux alentours des 40 000 euros. C'est quand même une sacrée somme. Et on a appris cette semaine, Jérôme, que Tesla aurait dans les cartons un projet de voiture spécifiquement faite pour l'Europe, une petite voiture citadine
ou avec un prix encore plus séduisant. Ah oui, parce que ça devrait démarrer à 25 000 €. Donc voilà, peut-être dans 3 ans, 2023, une Tesla moins chère que la Renault Zoé. Pourquoi pas? Mais tu sais quoi? Oui. Après, il faut toujours se méfier, évidemment, des annonces d'Elon Musk. Alors, cette keynote d'Elon Musk, on voyait les images, là, c'était assez étonnant parce que pour des raisons de distanciation physique à cause de la crise Covid, eh bien, chacun était dans sa voiture. Et évidemment, tous les gens qui viennent regarder la keynote d'Elon Musk sont dans leur Tesla. Donc, ça va un petit côté assez rigolo. Hein. Cela dit, si tout le monde commence à klaxonner... c'est ce qu'ils ont fait. Ça doit faire du bruit. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de feedback, ils ne se rendaient pas compte... ils ne pouvaient pas savoir si la salle, l'ambiance était chaude. Et du coup, les gens ont klaxonné quand il y avait des annonces qui leur plaisaient. Ça fait penser un peu au cinéma, au drive-in. Oui, exactement. C'est tout à fait ça, les drive-in. Des années 50 aux États-Unis. Maintenant, les keynotes, peut-être que demain, on ira en keynote en voiture, on ne sera pas devant une grande scène. Bon, alors voilà, ça c'était pour la forme. Le fond, donc, c'est que Tesla continue, le bulldozer Tesla continue avec beaucoup d'innovation. Beaucoup d'annonces et un peu d'innovation. Ah oui. Alors après, l'innovation, il y en a eu quand même aussi au niveau des batteries. Écoute, il y a eu quand même un peu de déception parce qu'on s'attendait à des annonces extraordinaires. On parlait d'une batterie qui pourrait durer 1000 km, pas en autonomie, mais en durée de vie. Non, 1 million de kilomètres. 1 million de kilomètres. Non, 1000, les tiens, oui, heureusement. Ça a changé beaucoup. Voilà, mais un truc révolutionnaire. Bon, c'est pas ça. Il y a quelques avancées et notamment une batterie qui pourrait gratter. On parle de 16 à 17% d'autonomie supplémentaire. Ils vont maintenant, d'une part, essayer de les fabriquer eux-mêmes. Donc, ça devrait leur coûter moins cher, ce qui permettra de baisser les prix. Et en plus, avec des technologies assez innovantes, ils vont changer des métaux, ils vont remplacer certains métaux par d'autres moins polluants, arrêter un peu de surconsommer ces métaux qu'on extrait dans certains pays où il y a des guerres, ça donne lieu à des trafics pas possibles. Donc, ça devrait quand même faire avancer un peu la production des batteries. Oui, bien sûr. Et puis, chez Tesla et probablement dans le monde ensuite. Alors, c'est sûr qu'on attendait peut-être une batterie avec une autonomie 1000 km, mais cela dit, Elon Musk en a profité pour annoncer une Model S très haut de gamme, qui coûterait plus de 130 000 $. Autant vous dire que là, ça commence à être un peu stratosphérique. C'est le grand écart entre mais qui aurait 800 km d'autonomie. Et là, on se dit, une voiture avec 800 km d'autonomie, c'est un pas de géant quand même, parce qu'on se rend compte que finalement, 800 km, c'est presque plus que le plein d'un réservoir essence. Ouais, ça fait rêver. Bon, voilà, ça fait rêver. C'est les annonces Elon Musk. Oui, vas-y. Non, dernière chose, cette petite citadine qui pourrait sortir dans 3 ans, qui coûterait donc dans les 25 000 €, serait fabriquée en Europe. C'est ça qui est intéressant. Vous avez peut-être suivi l'actualité. Tesla est en train de construire une usine gigantesque en Allemagne, à côté de Berlin. Ouais. Et c'est cette usine qui fabriquerait donc cette nouvelle Tesla qui serait peut-être la Model 2. Ouais, voilà. la batterie, c'est vraiment le nerf de la guerre du développement des véhicules électriques. Et d'ailleurs, il y a des usines partout. Les Français ne sont pas mauvais. Ils sont en train d'essayer ils sont deuxième en termes de nombre de brevets déposés, juste derrière les Allemands, pour ce qui est de l'Europe. Voilà, à suivre, on en reparlera dans 01 Drive. Oui, bien sûr. Autre titre d'actualité maintenant, c'est Facebook. Facebook qui boude, Jérôme. Facebook n'est pas content. Et oui, parce que tout simplement pour de sombres, on va dire, idées et de sujets de confidentialité des données, l'Europe aimerait bien que toutes les données confidentielles qui transitent sur les réseaux de Facebook, que ce soit Facebook ou bien Instagram, restent en Europe. Mais Facebook n'est pas d'accord. Et voilà, c'était donc la CNIL, l'équivalent irlandais de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui a dit à Facebook, écoutez, maintenant, il faut que toutes les données des utilisateurs de Facebook irlandais et sans doute ensuite européens cessent de transiter, de passer de l'Atlantique et d'aller aux États-Unis. Tout ça doit rester en France. Et là, lors d'une audition qui malgré tout était confidentielle, mais il y a eu des fuites, etc., c'est une des responsables de Facebook en Irlande qui a dit, oh là là, mais alors nous, c'est pas possible. Si vous le prenez comme ça, on fermera Facebook, on fermera Instagram. Et elle est sortie de la salle en claquant la porte de Teams. Voilà. Ah, ça se passe pas comme ça, mais... Non. Je claque la porte de Teams et j'appuie sur le bouton. Il faudrait une fonction claquer la porte. Oui, il y a une fonction je lève la main. Oui, exactement. Il faudrait une fonction claquer la porte. On dit qu'on n'est pas content. Ouais, voilà. Exactement. Enfin bref, est-ce que Facebook et Instagram vont s'arrêter en Europe ? Il est peu probable que ça arrive. Là, on est dans une histoire de poker menteur, mais en tout cas, ça se tend. Ce sont des sujets, on voit les données personnelles et le stockage, la localisation du stockage des données personnelles est un sujet qui devient de plus en plus d'actualité. Et
en plus, c'est lié à des raisons géopolitiques entre l'Europe, les États-Unis, la Chine, etc. Donc voilà. On enchaîne avec quelque chose d'un petit peu plus léger. Quelle actu, hein. Si vous avez un smartphone, si vous avez un iPad, eh bien peut-être avez-vous installé la nouvelle version d'iOS qui est disponible depuis quelques jours. Il s'agit d'iOS 14. Est-ce que vous avez remarqué des nouveautés? Il y en a quand même quelques-unes, même si c'est pas flagrant. Alors moi j'ai envie de te dire non, parce qu'au départ tu ne remarques aucune nouveauté. Eh bien, oui. Il faut aller les chercher, les nouveautés. Mais c'est vrai qu'il y en a malgré tout. Alors vous avez par exemple, tiens, on va commencer par le plus simple, les notifications d'appels qui sont un petit peu différentes. Oui. Quand vous recevez un coup de fil, au lieu d'avoir un gros pavé, ça arrive en haut. Ça arrive en haut. Et moi je trouve pas ça génial. Oui, c'est moins bien. Je trouve qu'on le voit moins bien. Toi Exactement. Aussi Ouais, je suis d'accord. Et puis sinon, la grosse nouveauté, c'est toutes les possibilités de personnalisation, de réorganisation des boutons, des widgets. Des fameux widgets qu'on peut mettre maintenant sur l'écran d'accueil du téléphone. Ouais, c'est ça qui est top. Et puis ne rigolez pas si vous êtes sur Android. Oui, ça existe depuis des années sur Android, on sait. Mais ce n'était pas possible sur iOS. Voilà, après il y a beaucoup d'autres évolutions qui sont parfois des petites touches de design ou d'ergonomie. Moi j'ai remarqué aussi une innovation dans ma voiture, puisque j'ai la chance d'avoir CarPlay. Et donc quand j'ai branché mon iPhone, je me suis retrouvé avec une autre interface. C'est pas complètement flagrant, mais on se retrouve avec des écrans d'accueil un peu différents. Un petit coup on de peut neuf, découper des applis. Il y a même des widgets maintenant qui apparaissent en fait en quelque sorte sur donc, en fait, la voiture l'écran a été de mise à votre jour. CarPlay. J'ai l'impression que ma voiture a été mise à jour, mais en fait non, c'est simplement le téléphone. Donc voilà, iOS 14 qui est plutôt stable, visiblement, il n'y a pas de problème majeur. Alors peut-être des petits problèmes de batterie apparemment. Quand même. Ouais, il y a des petits problèmes d'autonomie réduite qui remontent, mais d'après ce que j'ai compris, ne paniquez pas, c'est normal et ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce que pour plusieurs raisons. D'abord, ça veut dire qu'il y a des tas de choses qui sont en train de se remettre en route. Il y a une réindexation de vos contenus. Donc en fait, elle serait naturelle cette baisse d'autonomie parce que le téléphone travaille en tâche de fond. Tout à fait. Donc ça peut durer plusieurs jours et normalement d'ici une semaine, ça serait réglé. Et si vraiment il y avait des grosses difficultés, il pourrait y avoir aussi des mises à jour de la mise à jour qui viendraient à régler ça normalement. Et ça ne serait pas la première fois. Non, c'est sûr. En attendant, bien sûr, les nouveaux iPhones, il y a une rumeur qui circule sur le web. Ça serait aux alentours du 10-12 octobre, la prochaine keynote Apple qui pourrait annoncer donc ces nouveaux iPhones. Dès qu'on en sait plus, on vous tient au courant. Évidemment, bien sûr. On sera là. Le smartphone, c'est aussi une marque mythique, Jérôme, c'est Nokia. Nokia qui a annoncé pas mal de nouveautés ces derniers jours. On en parle tout de suite avec notre invité. Notre invité, c'est Bertrand Dupuis. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bertrand, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur général de HMD France, HMD Nokia, puisque rappelons que maintenant tous les smartphones sont fabriqués par cette société qui s'appelle HMD, qui a l'aval de Nokia, bien évidemment, puisque Nokia est toujours là pour valider et pour créer ses smartphones. C'est ça, pour résumer un peu. Effectivement, ça fait 4 ans qu'on a relancé la marque Nokia dans les smartphones, avec des téléphones sous Android, avec une très forte proximité avec Google. On a des téléphones qui sont toujours purs, sûrs et toujours à jour. Avec un truc intéressant au niveau économique, c'est que HMD a fait une levée de fonds importante il y a quelques temps de cela, avec des acteurs comme Google, et Qualcomm qui ont mis de l'argent dans HMD. Donc, c'est amusant parce que d'un autre côté, vous avez un de vos concurrents, et non des moindres, qui lui a de gros problèmes avec Google, on le sait, en l'occurrence Huawei. Donc finalement, vous bénéficiez encore plus de cette proximité avec l'incontournable Google. Ça, on ne pouvait pas le savoir quand on a relancé la marque. On est européen, on a été refondé en Finlande, donc finlandais d'origine, c'est de l'héritage de Nokia. On est le seul fabricant européen généraliste. Et donc, du coup, ça nous confère aussi une culture particulière. Tout l'état-major de la société est européen ou finlandais, avec une volonté très forte depuis le départ à avoir des téléphones durables, fiables, qui était l'ADN de la marque Nokia. Donc, seule marque européenne de téléphone, de smartphone, c'est Nokia, même si, évidemment, les smartphones sont fabriqués en Chine, comme tout le monde. Alors, ils sont fabriqués en Chine, à Taïwan, au Vietnam, beaucoup au Vietnam, à vrai dire, et en Inde. En Inde aussi, d'accord. Et donc là, vous arrivez avec pas mal de nouveautés. Voilà, cette semaine, plusieurs annonces. Plusieurs annonces, effectivement. Et notamment un produit qui... vous auriez dû arriver un peu à la James Bond. Oui, qui aurait pu s'appeler 007. L'hélicoptère ne voulait pas atterrir ici. Ou alors le rond, vous savez, qui apparaît comme ça. Mais bon, je ne sais pas si les services de sécurité vous auraient laissé rentrer avec le... C'est quoi, c'est Walter PPK, non? Le petit pistolet de... Oh, mais quelle culture James Bondesque. Moi, j'adore James Bond, mais je ne suis pas sûr que c'était ça, le petit pistolet. En tout cas,
vous, c'est pas les pistolets, mais Non. c'est les smartphones qu'on voit dans le prochain James Bond. C'est le seul gadget dont a besoin James Bond ou l'agent 00 qui a le nouveau Nokia 8. Donc c'est le téléphone du film. C'est un téléphone pour nous évidemment exceptionnel. C'est notre téléphone le plus puissant jamais produit par Nokia. Il est évidemment produit en 5G. En collaboration avec Qualcomm, on a à la fois leur chipset mais aussi leur modem, ce qui nous permet d'avoir une bande de fréquence élargie, une des meilleures. Et dans les benchmarks, avec les ondes millimétriques aussi ou pas? Avec les ondes millimétriques. D'accord. Il serait full 5G, entre guillemets. Full 5G, ça permet de fonctionner directement aux États-Unis, dans un peu tous les pays du monde, et de permettre d'anticiper les différentes options futures qui vont arriver en 5G. Alors, ouais, les ondes millimétriques en France, c'est pas pour tout de suite. c'est pas pour tout de suite. Ça arrivera. Ça arrivera. Un téléphone, nous, notre envie, c'est que vous gardiez votre téléphone au moins 3 ans, au minimum 3 ans. Parce que c'est en gardant un téléphone longtemps qu'on est le plus durable. Bien sûr. Et donc, dans Et 3 ans... qu'on a le moins d'impact sur l'écologie, forcément. Si vous devez... Exactement. Et si vous devez changer votre téléphone aujourd'hui, vous allez le garder 3 ans. Dans 3 ans, il y aura la 5G. Elle sera sans doute un peu partout. Donc, pensez à la 5G, pensez à ce téléphone quand vous allez vouloir changer de téléphone en fin d'année. Alors moi j'avais juste une petite question parce que c'est assez étonnant ce partenariat avec James Bond. Bon alors James Bond évidemment a pris le meilleur téléphone du moment, c'est le Nokia. Bon voilà, il aurait pu prendre autre chose, mais avant, comme c'est une production Sony, évidemment James Bond avait toujours un téléphone Sony mobile. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi les dessous de cette histoire-là? Alors là, C'est parce que Nokia a mis plus d'argent que Sony? C'est parce que Sony n'a pas voulu investir sur le dernier James Bond? Vous savez pas ça? Vraiment, je ne sais pas. Je crois que c'est Universal qui a récupéré la production. Ah donc c'est peut-être pour ça que on n'a plus. D'accord, ok, c'est plus une production vraiment Sony. C'est peut-être pour ça. D'accord. En tout cas, vous l'aviez déjà fait. Enfin, il y a déjà eu plusieurs fois. Je me souviens de Matrix, évidemment. On a eu beaucoup de films. Le téléphone de Matrix, c'était un Nokia. Je me souviens plus lequel c'était. 77 quelque chose. Superman aussi. Superman aussi, bien sûr. Superman, tous les super-héros en fait ont des Nokia. Ils en ont eu un au moins. Ils en ont eu un, d'accord. Et donc le nouveau James Bond qui s'appelle No Time to Die sortira le 12 novembre prochain et il sauve le monde j'imagine avec votre Nokia. Je ne l'ai pas vu mais j'imagine. Il est assez intéressant puisque vous allez voir qu'il n'y a pas que James Bond, il y a aussi un autre agent 00 qui est donc l'égérie de notre marque. Faut pas trop spoiler. C'est peut-être la demoiselle qu'on voit là, non? Oui, c'est la demoiselle qu'on voit là. Exactement. Oui, c'est pour ça que je spoile rien. C'est exactement ça. Donc elle en est contente de son téléphone 5G alors? Je crois qu'elle en est très contente. Alors donc c'est un écran exceptionnel, très très grand, mais c'est surtout une fabrication qui est très robuste. Le châssis est en aluminium. Les contours donc en Gorilla Glass, donc ça veut dire que c'était un téléphone qui est vraiment très robuste. Plus robuste que la plupart des smartphones aujourd'hui? On essaye de le faire le plus robuste possible, le plus robuste que nos anciens smartphones pour sûr. La qualité de fabrication, l'intégration des différents éléments fait que quand un téléphone tombe, il casse ou il casse pas. D'accord. Voilà, donc ça fait partie évidemment du pitch de ce produit. L'appareil photo, on sait qu'il y a toujours en fait les optiques Zeiss derrière. Vous misez aussi beaucoup sur la qualité photo. Cette fois-ci, on a 4 optiques Zeiss. 4 optiques Zeiss, évidemment un ultra grand angle, un 64 mégapixels pour faire des portraits ou des close-ups avec une très belle finition. Ensuite, on intègre aussi des effets de Zeiss, des effets cinéma. Donc qui permettent d'avoir des effets spéciaux, on appelle ça des glaires, des éblouissements bleus avec différents types de reflets exactement. Donc ça c'est du jamais vu. On peut faire de la post-prod extrêmement facilement et avec le microprocesseur c'est ultra fluide. Alors malgré tout, bon, ces fonctions sont séduisantes, mais vous n'êtes pas le seul. C'est la course à l'échalote sur les smartphones. Aujourd'hui, on a l'impression déjà qu'au niveau caractéristiques techniques, il y a une surenchère permanente. Et puis, opulence de référence, comment est-ce que vous arrivez à vous différencier? Je le disais, notre différence majeure, c'est qu'on est européen. Dès le départ, quand on confond un produit... Mais ça joue vraiment pour les consommateurs? Les consommateurs se disent, tiens, je préfère acheter un smartphone européen plutôt qu'un smartphone chinois à 200 € moins cher? Ça a tendance à changer. Je pense qu'avec le Covid aussi, comment est-ce qu'on peut acheter plus durablement?
comment est-ce qu'on peut acheter avec plus de responsabilité sur les différents impacts. Plus durablement, et par exemple, la 5G ne sera pas une réalité avant... En France ? Oui, en France, avant un Parce bon qu'elle est moment. lancée un peu partout. Il n'y a pas de nécessité à passer à un smartphone 5G aujourd'hui. Je pense que si vous devez changer de smartphone cette année, si on a prévu de changer. Bien sûr, surtout si vous prenez un Nokia parce que vous le garderez longtemps. Ouais. Son prix 659 € TTC. D'accord, donc beaucoup moins cher que les très hauts de gamme de vos concurrents. Vous l'avez dit. Avec un niveau de spécification technique qui est équivalent. 8 Go de RAM, 128 Go de ROM, avec donc 4 caméras. D'accord. J'ai une liste, j'ai une anti-slèche tellement la liste est longue. Et l'implication de Google, ça se traduit par des choses très concrètes ? C'est extrêmement simple. On ne prend que du Google pur. D'accord. Donc l'Android un peu pur. comme Pixel alors. Exactement. D'accord. Donc avec des mises à jour régulières, etc. Les mises à jour sont garanties tous les mois, mises à jour pendant 3 ans. D'accord. Garanties tous les mois pendant 3 ans depuis le début. La première campagne publicitaire qu'on a faite il y a 4 ans, c'est programmé pour durer. Ça reste exactement ça. C'est les fondamentaux du 3 ans, positionnement. c'est beaucoup, mais c'est court finalement. Si j'ai un téléphone qui a 3 ans et qui marche encore, ça peut être le cas. Mais bien sûr. C'est pas un peu dommage de ne pas pouvoir avoir d'autres mises à jour ? Mais on y vient. On y vient justement de proposer des mises à jour plus longtemps. Ça fait partie déjà des offres qu'on fait aux entreprises, mais je pense que ça. Donc vous allez pouvoir repousser encore la durée de vie des téléphones en ayant plus de mises à jour après les 3 ans. C'est un choix du fabricant d'avoir des ingénieurs dédiés aux mises à jour. Depuis 4 ans, le paquet de l'investissement que l'on met, c'est justement sur les mises à jour. Ça garantit la sécurité, mais aussi la fluidité. Et à terme, d'avoir des téléphones qui durent plus longtemps. Ouais. Enfin, c'est un peu schizophrénique, parce qu'en même temps, ce qu'il faut, c'est que vous en vendiez des téléphones. Alors, vous savez, le 3310, on en a vendu des tonnes, Oui, et vous en avez téléphone. encore dans le tiroir, il fonctionne encore. Ouais. Donc je pense qu'au contraire, c'est ce que demande le consommateur. Alors un mot sur les deux autres téléphones qui sont beaucoup moins chers, mais qui, malgré tout, alors très vite, Bertrand, parce qu'on est un peu pris par le temps, oui, bien sûr. ont des spécificités techniques tout à fait honorables. Je ne vais pas rentrer dans les spécificités, je vais vous poser une question. C'est un téléphone qui a un écran de 6,4 inches, HD+. Pouce en français. Voilà, pouce en français. Avec un trou perforé pour la caméra sur l'écran, un microprocesseur Qualcomm qui fait 70% de plus de puissance que les précédents, 3 objectifs, dont un ultra grand angle, mode de nuit, mode portrait, reconnaissance de l'empreinte digitale, de la reconnaissance faciale aussi. 2 jours d'autonomie, 3 gigas de RAM, 64 de ROM. À quel prix vous achèteriez ce téléphone? Écoute, alors, il coûte 179 € TTC. Ah oui. Il est ultra fin. Oui, il a une nanotexture. Oui. Je vous le passe. Touche la nanotexture. Je touche la nanotexture. Ouais. C'est hyper agréable. Oui, pas de traces de doigts. Bonne prise en main. Alors c'est du plastique, mais c'est du plastique. Nanotexture, c'est plus joli que plastique, on est d'accord. Mais c'est sûr que ça confère quand même une. Puis James Bond préfère dire oui, on a un problème de nanotexture que de dire on a un problème de plastique. Ouais. Non, mais c'est pas celui-ci. Mais il pourrait le dire. Ou alors si James Bond un jour a des problèmes de fin de mois, il pourra prendre celui-ci. C'est Robin qui a celui-là, tu vois. C'est ça, exactement. Alors donc celui-là, on l'a annoncé avant-hier, donc 179 € TTC. Il sera disponible le mois prochain en France. Et son petit frère, le Nokia 2 de 4e génération, qui va être à 139 € TTC, qui a à peu près les mêmes caractéristiques, avec un peu moins de puissance et un peu moins de caméra. Mais ça prouve en tout cas que le prix du smartphone peut baisser et on peut avoir des choses aujourd'hui tout à fait correctes à moins de 200 €. C'est ça qui est intéressant. Avec des mises à jour mensuelles, garanties pendant 3 ans. Nokia 8, Nokia 3 et Nokia 2. Voilà, c'est les nouveautés de Nokia. Merci beaucoup Bertrand d'avoir été avec nous. Et on enchaîne tout de suite avec d'autres sujets parce que l'actu est très riche. Et on continue sur les smartphones. Et quand on dit smartphone, évidemment, on pense à Nicolas Lelouch. Et bien sûr, on va le retrouver dans un instant, s'il décroche sur son FaceTime. Et pendant ce temps, Jérôme, tu sais qu'on on sait meubler, donc tu le sais. Bah bien sûr, tu veux que je te raconte une histoire Tu sais que moi, on m'appelle Ikea parfois, tellement on meuble. Et meubler, oui, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Oui, meubler, c'est combler raconter des histoires sans qu'on s'en rende compte. Voilà, exactement. Les amis, alors en technique, moi je vous le dis, j'essaie d'appeler Nicolas, ça ne marche pas. Hein. Ouais, mais on peut réessayer.
Juste une question. À propos de la question. Notre question, 01 Hebdo, Orange. Une Tesla citadine à 25 000 $. Est-ce que ça vous branche? Eh bien oui, à 70,9%. Non, à 29,1%. Oui. Bah oui. Remarque, moi, je ferai partie des noms. Je pense que je vais attendre que ça descende encore. Ouais. Mais bon, il faut quand même que tu puisses la conduire, parce que si c'est dans 30 ans, on va être un peu vieux. Ah, ça va être compliqué, ouais. Elle conduira toute seule. Oui, c'est ça, t'as raison. Allez, on accueille Nicolas Lelouch. Salut Nico. Salut à tous les deux, vous allez bien? Salut Nicolas. Salut Nico, tu t'es mis en mode Instagram, c'est pas mal aussi comme ça. Tiens, ouais. Ouais, je sais. En fait, pour tout vous dire, j'ai un problème avec mon ordinateur, donc du coup, on est sur mon téléphone en vertical, mais ce n'est pas grave. Ouais, parce que pour tout te dire, ça fait un quart d'heure qu'on essaie de t'appeler, et pendant ce temps-là, avec Jérôme, on meuble, on a tout raconté, des trucs intéressants, des trucs pas très intéressants, etc. Mais là, c'est bon, ça marche. Nickel, merci d'être là. Nico, avec une nouveauté, encore une annonce Samsung. Encore un smartphone et encore une annonce Samsung. Ouais, et c'est assez inattendu comme annonce parce que vous savez, d'habitude, Samsung, il y a 2 événements phares chaque année. Il y a les Galaxy S en début d'année, les Galaxy Note en août. Et après, généralement, c'est du milieu de gamme, des Galaxy A, de l'entrée de gamme. Mais il n'y a pas vraiment de smartphone haut de gamme Samsung en fin d'année. Et là, ce qui change, c'est qu'ils viennent d'annoncer le Galaxy S20 FE. FE, pourquoi? On pourrait dire que c'est parce que SE était déjà pris. Mais en réalité, c'est pour Fan Edition. Moi, c'est ma théorie en tout cas. Il est malin. Fan Edition. Ce qui est très amusant avec ce produit, c'est qu'en fait, on a un peu l'impression que Samsung est assez jaloux du succès de l'iPhone 11, et c'est certainement la vérité, parce qu'on a plus souvent discuté avec eux ces derniers mois, et à chaque fois, ils nous disent que l'iPhone 11 leur a fait beaucoup de mal au niveau des ventes sur le haut de gamme, parce qu'Apple, vous savez, a baissé les prix de 50 € par rapport à l'iPhone XR, et que ça a eu de super bonnes conséquences sur ses ventes, et du coup, ils se sont retrouvés avec des parts de marché en moins sur la série S, et donc, ce Galaxy S20 FE, il reprend toute l'ADN de l'iPhone 11, à savoir 6 couleurs, dont la couleur lavande de l'iPhone 11. Ça ne s'invente pas, je ne pense pas que Samsung aurait fait de la lavande si Apple n'avait pas fait de la lavande avant. Et on retrouve tous les codes du Galaxy S20 haut de gamme, à savoir un écran 120 Hz, de la recharge rapide, de la recharge sans fil, un appareil photo triple module caméra avec du grand angle, ultra grand angle et zoom. Donc c'est vraiment un véritable appareil haut de gamme qui ne perd que l'écran incurvé, donc c'est pas grand-chose. Est-ce que Samsung en a profité au passage pour régler son problème d'autonomie et de chauffe? C'est une très bonne remarque parce qu'en effet, c'est une bonne chose. Déjà, il faut désigner un coupable. Pourquoi il y avait un problème d'autonomie avec les premiers S20? C'était parce que Samsung utilisait le processeur Exynos 990, qui est une puce développée en interne, qui n'était vraiment pas performante et qui consommait trop d'énergie, notamment avec l'écran 120 Hz. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, il y a 2 modèles de Galaxy S20 FE. Vous avez le modèle 4G qui a ce fameux Exynos 990 et donc que 01net vous recommande de ne surtout pas acheter. Et puis, vous allez avoir le modèle 5G qui, lui, a le processeur Snapdragon 865 de Qualcomm, qui pour le coup est celui qui équipe déjà les OnePlus, les Oppo et tous les autres smartphones. Et le Nokia dont on vient de parler, il me semble. Oui, et le Nokia, je crois aussi, le Nokia 8. Ouais. Et là, il y a de grandes chances je dis de grandes chances parce que nous ne l'avons pas encore testé et qu'on préfère ne rien avancer en net tant qu'on ne l'a pas testé, mais il y a de grandes chances que ce S20 FE avec Snapdragon 865 soit très endurant ou du moins à la hauteur d'un smartphone haut de gamme. Donc on vous dira ça dans les prochaines semaines, mais ça a l'air assez bien. Nico, est-ce que le prix de ce S20 FE en profite pour baisser un petit peu par rapport au S20 ? Complètement. On est même en dessous de ce que fait Apple avec l'iPhone 11, alors qu'on pensait que Samsung allait s'aligner. On est sur du 650 € pour le modèle 4G et 750 € pour le modèle 5G. Donc on va faire genre le modèle 4G n'existe pas, je pense qu'on est tous d'accord. Donc 750 €, ce qui est moins cher que l'iPhone 11 et largement moins cher que le Galaxy S20 qui commençait à plus de 900 €. Mais ça va pas un peu faire du tort, ça va cannibaliser le Galaxy S20, ça? Complètement. Oui, le Galaxy S20 risque d'avoir énormément de mal sur la fin d'année. Après, moi, je pense que ce Galaxy S20 FE va être le gros succès de Noël. C'est celui qui va très bien se vendre chez les opérateurs, notamment chez tous les revendeurs. Et qu'en vrai, le S20 n'est pas le cœur de cible de Samsung. Il y aura peut-être le S20 Ultra pour les gens qui veulent vraiment un appareil ultra haut de gamme, qui sont les plus geeks. Mais ceux qui veulent juste un smartphone haut de gamme, voilà, vous avez ce produit-là qui finalement est un vrai concurrent d'un OnePlus ou de tous les flagship killers, comme on les appelle, mais signé Samsung. Donc évidemment, les gens ont confiance. Donc je pense que ça va très très bien marcher pour eux. Il sort là, tout de suite ? Il sort, oui, en début octobre. Donc ça arrive. C'est incessamment sous peu, quoi.
Oui, c'est rapide. Et de toute façon, ils vont commencer, là, les précommandes sont déjà ouvertes et ils vont commencer à faire toute l'opération marketing à la télé, dans les publicités dans la rue, tout ça, dans les prochains jours, histoire de faire connaître ce produit. Et j'ai cru comprendre que tous les opérateurs ont été briefés pour vraiment mettre en avant ce Galaxy S20 FE plutôt que les autres appareils Samsung. Très bien. Nico, merci beaucoup. Vivement les tests de ce Samsung. Petite pensée pour Johnny Hallyday qui aurait adoré ce téléphone, je pense, allumer le FE. Je pense que ça l'aurait sans doute un peu touché. Ah ouais, voilà, on n'y coupe pas. Désolé Nicolas. Voilà. C'est pas grave, même à la maison, j'ai un peu de François Sorel et ça fait toujours plaisir. Absolument. C'est ça, je sais que ça te manquait, Nico. Merci. Merci beaucoup. À très vite. Et on enchaîne tout de suite avec, cette fois-ci, une news dédiée aux jeux vidéo, Jérôme. Oui, on va parler des grandes manœuvres du côté des géants avec le rachat d'un éditeur historique par Microsoft. Qu'est-ce que ça va donner ? C'est donc la chronique gaming d'Aymeric Siméon, je vais y arriver. Oui, t'as eu du mal. Ouais, j'ai du mal. On retrouve donc Aymeric qui est en visio avec nous. Aymeric, es-tu là ? Oui, je suis là. Bonjour. Et puis juste après, ce sera Jordan Cosino qui sera là pour nous faire un test d'une imprimante, Jérôme. Ouais, vraiment, on n'en sait pas beaucoup. On n'en sait pas beaucoup plus parce qu'on découvre dans quelques instants. À chaque fois. Nous, on découvre tout ça, bien sûr. On n'est pas briefé. C'est pour imprimer les deuxièmes attestations pour le reconfinement. Non, pas ce genre d'humour. Oh mon Dieu. Oh, ça va. Mais ça va. Écoute, ça va. Moi, je fais Johnny Hallyday, toi, tu fais une blague sur le... Ouais. En plus, quand c'est de l'humour qui pourrait... pourrait être vrai. Ça peut être prémonitoire, en effet. Ouais. Bon, Aymeric, on enchaîne. En revanche, ça rigole pas du côté de chez Microsoft, qui a fait un gros chèque pour s'offrir Bethesda. C'est ça. ZeniMax Media, très exactement, qui est en fait la société mère derrière laquelle, en fait, il y a Bethesda. Et en fait, Bethesda, c'est un éditeur, on va le rappeler quand même. Et derrière cet éditeur, il y a plein de studios. Dont Bethesda Softworks, Arkane Studio, pour les plus connus, Machine Guns, etc., etc., etc. Bref, il y en a plein. Et ils ont fait un joli petit chèque de 7,5 milliards de dollars. C'est rien. Je veux dire, hop, facile. Ça fait beaucoup de zéros à mettre dans la case, je suis pas sûr que ça rentre. Mais enfin bon. Et donc, résultat, avec ça, Microsoft s'offre quand même un sacré panel de jeux et puis surtout des studios qui sont connus. Un éditeur qui est reconnu et même historique dans le monde du jeu vidéo. Bethesda, c'est pas rien. Bethesda, c'est Doom. Bethesda, c'est Wolfenstein. Ouais. Bethesda, c'est aussi, faut pas l'oublier, des licences un petit peu plus récentes comme Dishonored, les excellents jeux de rôle de la série Elder Scrolls. Enfin bon, et puis surtout, ce qui est amusant, c'est que Bethesda, avec ses studios, avait préalablement vendu à Sony, le concurrent de Microsoft, des exclusivités pour la PS5 à venir aussi sur PC. Et c'est là où on va rigoler. Et c'est là où tu vas nous raconter tout ça. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être sanglant cette histoire-là. Est-ce que des exclusivités vont être annulées ? Est-ce qu'on peut dire que tous les jeux Bethesda qui devaient sortir sur PlayStation 4 ou 5 vont être annulés aussi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, en l'espèce, il ne va rien se passer pour tout ce qui avait été acté avant le rachat. Puisqu'on va quand même être clair, le rachat ne sera effectif que mi-2021 si tout se passe bien, si toutes les autorités compétentes donnent leurs accords, etc., etc. Donc, tout ce qui avait été négocié en amont ne change pas. Donc, ainsi, tous les jeux Bethesda qui sont sortis sur les consoles Sony ou Nintendo, etc., ou même sur mobile, vont continuer à être supportés de la même façon qu'ils l'étaient jusqu'à présent. Donc ça, là-dessus, pas de problème. Pour toutes les exclusivités qui avaient été négociées avant ce rachat, notamment on pense à Ghostwire Tokyo et à Deathloop, qui sont deux des exclusivités PS5 à venir l'année prochaine, ça change pas non plus. Microsoft a dit, on revient pas là-dessus, Sony avait négocié, pas de problème. En revanche, ce qui va changer, c'est que tous les jeux Bethesda à venir dans les années, dans les mois qui viennent, etc., vont directement être intégrés dans les offres de Microsoft. Ça, c'est sûr. Après, est-ce que Sony mettra la main dessus ? Ça, là-dessus, il y a quand même plus d'interrogations. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a vraiment peu de chances que Sony mette la main sur des exclusivités même temporaires de quelques mois sur des jeux Bethesda maintenant que les studios appartiennent à Microsoft.
Enfin, Aymeric, on sait que la bataille va être âpre là, entre les Xbox Series et la PlayStation 5. On peut imaginer que Microsoft verrouille Bethesda dans 1 an ou 2. Ça paraîtrait totalement logique pour se garder l'exclusivité des gros titres, pour affaiblir peut-être le catalogue de Sony, non ? Ça pourrait, mais en même temps, ce serait, si tu veux, les licences Bethesda, elles touchent quand même un large public. Et ce sont des licences qui ne sont pas, on va dire, toutes dans l'ADN de Microsoft. C'est pas un Forza Horizon, c'est pas un Halo, tu vois. C'est pas des jeux comme ça qui sont des licences historiques de Microsoft. Ouais. Voilà, quand tu penses à Halo, tu penses à la Xbox. Quand tu penses à Forza, tu penses à la Xbox. Quand tu penses Gran Turismo, tu penses à Sony. Bon, c'est des licences qui sont historiques. Là, pour le coup, Microsoft vient de faire un hold-up sur un studio qui a autant de fans du côté de Sony que du côté PC, que du côté Xbox. Donc, fermer complètement les portes, ça me semble difficile. En revanche, je pense que Microsoft se gardera la primeur d'un certain nombre de jeux, quitte ensuite, à terme, à les déployer sur la console de Sony. Il y avait eu le cas, il y a quelques années, avec un jeu de Square Enix, Rise of Tomb Raider, qui n'était sorti que sur l'une des 2 plateformes, et qui n'était disponible que sur cette plateforme-là pendant quasiment 1 an. Il avait fallu 1 an avant que l'autre plateforme, la plateforme concurrente, mette la main dessus. Donc on peut très bien imaginer que Microsoft deal des choses comme ça avec Bethesda. Et puis d'un autre côté, il peut très bien avoir aussi une autre réponse de la part de Sony. Sony pourrait très bien mettre la main sur un gros studio ou un gros éditeur à son tour, mais il a quand même déjà de très très beaux labels, Sony. Ce que Microsoft avait aussi, mais Microsoft a fait une boulimie assez récente de studios, alors que Sony, lui, il y est allé beaucoup plus progressivement, petit à petit, etc. Aymeric, est-ce que, il rachète à tour de bras, est-ce que ça va continuer, ça ? Est-ce que l'ambition de Microsoft va être d'élargir, de s'accaparer encore d'autres studios dans le futur ? On pourrait très bien imaginer que Microsoft, tout comme Sony, ils le font régulièrement, s'offrent des studios indépendants. S'offrir des gros éditeurs tiers, parce qu'il n'en reste plus tellement sur le marché. Il y a Ubisoft, là c'est un gros quand même. Il y a Activision Blizzard, là aussi c'est gros. Il y a Square Enix, Namco Bandai, tout ça c'est même Sega ou des choses comme ça, c'est assez énorme. Mais rien n'est exclu, et après rien n'empêche de mettre la main sur des petits studios, parce que ça il y en a de plus en plus. Donc consolidation, très bien. Oui, tout à fait. Mais ça va être super. Enfin, ça va être très intéressant. Ça c'est clair. Mais déjà cette fin d'année va être passionnante, Aymeric. Merci beaucoup. Merci pour ton expertise et tes éclairages. Aymeric Siméon, donc journaliste à 01net.com. Un petit mot sur notre question. Allez, encore une fois, 01 Hebdo Orange, Jérôme. Sur Twitter, #01 Hebdo, #Orange. On parle de Tesla aujourd'hui, avec la news Tesla et les annonces d'Elon Musk. Seriez-vous intéressé par une Tesla citadine à $25 000 ? Ça paraît cher comme ça, mais en fait non, ce ne serait pas cher pour une Tesla. Mais non. Et du coup, ça ne nous a pas échappé puisqu'il y a une majorité de oui. Voilà, 70% de oui, 30% de non. C'est quand même un sacré beau score pour Tesla. Après, on dit $25 000. Est-ce que c'est possible ? On le saura dans 3 ans. Oui, voilà. Est-ce qu'il y aura toujours, c'est promis pour 2023. Est-ce qu'il y aura toujours les aides du gouvernement qui feront que la note pourra encore baisser ? Ou est-ce que ces 25 000 intègrent l'offre du gouvernement ? Tout ça est encore un peu flou. Un peu de la science-fiction. Un peu de la science-fiction. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est sur les rails. Bon, à propos de science-fiction, François, si nous faisions venir notre extraterrestre à nous. Notre extraterrestre à nous, c'est notre ami Jordan Cossino. Allez, il arrive. Hebdo, il est là ou pas ? Oui. Jordan, mais qui mincit de semaine en semaine. Magnifique. C'est le régime E.T. qui marcherait très bien. Non, c'est un régime américain à base d'Oreo, cookies Crisp. On peut pas comprendre. À base de légumes. Ça s'appelle le Lay's régime. Exactement. Bon, comment ça va ? De quoi tu nous parles ? Il faut que tu allumes ton micro. Pourtant, il est allumé. Alors, on va le faire en direct, mais il est allumé. Excusez-moi. J'ai une preuve. Regardez, il y a une diode. Je ne mens pas. J'allume mon micro. Je suis on la voit pas, ta diode. Il fait un peu sourd en régie. Mais si, on la voit. Je suis sûr qu'on la voit. Bon,
comment ça va? Ben, ça va bien. Écoute, alors, tu vas nous parler d'une imprimante? Non, pas du tout, c'est une batterie externe. Non, c'est Elle est grosse. Elle est grosse, T'imagines? ta batterie. Mais écoute, Alors, en vrai, ça fait la taille d'une batterie externe, mais en effet, c'est une imprimante de chez Polaroid, ça s'appelle la High Print, avec un magnifique accent. Le principe, c'est plutôt sympathique. Vous mettez vos cartouches dedans, vous pouvez imprimer vos photos en instantané. D'ailleurs, je vais vous proposer même d'imprimer une photo maintenant. On va faire un petit selfie Non, tout c'est à pas l'heure. vrai. Et si, messieurs, dames, restez évidemment Et bienvenue dans ce rendez-vous de téléachat sur 01 TV. C'est le plus grand cabaret du monde. Alors, dans 5 minutes, on va jongler. Non, on va imprimer une petite photo, on va se faire un petit selfie et vous allez voir aussi en direct comment ça fonctionne. Mais on a prévu une petite vidéo pour montrer l'installation, etc. Vous allez voir, tout est expliqué. Je vous propose de regarder la vidéo et on se retrouve juste après. C'est bien dit. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour tester un nouveau produit, c'est une imprimante de chez Polaroid, la High Print, qui sert à imprimer des photos avec des films Polaroid. On va tester tout ça, voir à quoi ça sert, c'est parti. Petit unboxing du coup. J'ai pas d'ongles, et fin du test, j'arrive pas à l'ouvrir, salut! Bon, après avoir passé un quart d'heure à essayer de l'ouvrir, c'est bon, elle est là l'imprimante, hop, on sort tout ça. Ça, c'est la notice. Bon voilà, ça c'est l'imprimante. Elle est plutôt sympa, avec un petit arc-en-ciel de couleur là. Waouh. Et sur le côté, on a le petit compartiment pour mettre les cartouches qu'on mettra juste après. En attendant, on va brancher ça. Donc pendant que ça s'allume, on va télécharger la petite application grâce au QR code qui est disponible sur la boîte comme c'est indiqué sur l'App Store et le Play Store. Désolé pour Huawei App Gallery, ça sera pas dispo. Alors, ça télécharge. Ah, c'est bon, c'est téléchargé. On ouvre. Oh, c'est stylé le lancement. Vous l'avez vu? Bah oui, oui. Ok, ça s'allume. Oula. Vous avez entendu ça? C'est un Transformers. Optimus Prime. Pour l'instant, j'en profite pour, on va déballer ceci. Donc ça, c'est des cartouches faits exprès. J'ai pas dit les prix, mais donc l'imprimante coûte 100 €. Les cartouches, on le sait toujours, chez Polaroid, c'est un peu cher. Celle-ci, c'est 17 €. Et évidemment, l'imprimante n'est compatible qu'avec celle-là. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Donc j'ai défoncé la boîte. Et voici à quoi ressemblent les cartouches. Et donc ça donne du 54 mm par du 86 et il y a en effet 20 feuilles sur l'application. Vous la voyez, j'ai pris quelques photos de Jérôme et François, hein, mais un peu mes muses finalement. Et on va imprimer une photo de Jérôme et François. Donc je suppose qu'il faut appuyer dessus. On peut pincer pour zoomer, ok, c'est pas mal. Ah, on peut dézoomer au point de faire sortir la photo du cadre. Ah, on peut rajouter des filtres. Est-ce qu'on n'a pas des petits filtres? Oh, il y a des jolis trucs, hein. Bon, alors ça, c'est pas très beau. On va choisir un filtre un peu sympa. Vintage. Il y a des trucs pas mal. Il n'y a pas un petit truc avec des cœurs, tu vois, un truc un peu mignon? Ça, c'est pas mal. Inferno, et je vais mettre pas autant que ça, là, je vais baisser un petit peu. Voilà, on est pas mal, là. Hop là, Inferno. Filtre, on a vu. Ajuster, c'est pour la saturation, tout ça. Ok, non, on va pas aller jusque-là. Nous, c'est vraiment juste pour un petit essai. Ah, on peut rajouter du texte. Ça, c'est cool. With Love. Voilà. With Love. Avec un petit cœur. Vous pouvez choisir le style de votre texte et tout. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va mettre un petit texte sympa. Attendez, bougez. Ouais, c'est peut-être un peu tape à l'œil, ça. Ça, c'est pas mal. Regardez, on va faire ça comme ça. Voilà. C'est magnifique. Maintenant, je suppose qu'avant d'appuyer sur le bouton d'impression, il faut mettre les cartouches. Donc, on va mettre les cartouches dans l'imprimante, dans Optimus Prime. C'est comme ça. Magnifique. Magnifique. Je refais Optimus Prime. Voilà. Ça disparaît sur l'appli. Ne touchez pas le papier pour l'impression. Ouais, je veux bien, mais il sort par où? Ah par là, il y a une fente. Normalement, ça devrait sortir là. Ça fait pas de bruit pour l'instant. Ah si, il y a un petit... Oula. Ok. Je pense que ça va imprimer là. Ça sort ou pas? Oula, oui, j'ai failli prendre le papier. Le boulet. Ok, donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ah ok, là vous voyez sur l'appli, donc il y a le premier passage de couleur. Donc là, il y a du jaune. Ah, c'est pas mal, c'est stylé. Et regarde-moi ça. C'est énorme. Donc là, le jaune passe. C'est assez rigolo. À 100 balles l'imprimante, c'est un peu cher pour un truc rigolo, mais je trouve ça rigolo. Là, il y a le rouge qui devrait sortir. Franchement, ça tue. Moi, j'aime bien. Par contre, le bruit, il fait peur. Hein. Pierre, est-ce que tu peux prendre le bruit que je vais coller et rajouter sur un robot? On passe sur le cyan maintenant, c'est le 3e passage. Là, ça ajoute une couche de protection. Et là, je peux, voilà, mon tirage est terminé. Je peux le retirer en toute sécurité. Merci. Et donc, je vais retirer ça. Et c'est stylé, hein.
et c'est effectif tout de suite. J'en profite juste pour vous parler de la technologie qui est à l'intérieur de l'imprimante parce que c'est assez intéressant. Ça fonctionne par de la sublimation. Alors, petite révision de vos cours de chimie, la sublimation, c'est le passage d'un corps de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide. J'ai un peu l'impression d'être Jamy là, mais bon, c'est cool. Bon, vous allez me dire quel est le rapport avec cette imprimante? Bah en fait, là-dedans, il n'y a pas vraiment de l'encre, mais il y a plutôt de la cire pigmentée qui va être chauffée pendant l'impression et qui va être projetée à l'état gazeux sur le papier. Et c'est quand elle va toucher le papier qu'elle va refroidir et devenir solide et nous donner ça. Et pour une machine comme celle-là, l'impression par sublimation, c'est une première, donc c'est plutôt cool. Du coup, petit avis éclair sur cette Polaroid High Print qui coûte quand même 100 €, on le rappelle. C'est plutôt sympa si vous voulez imprimer des photos assez rapidement, en soirée notamment. Après, c'est à mettre dans la poche, c'est assez costaud, hein, ça fait quand même la taille, j'ai des bonnes mains, mais ça fait la taille d'une bonne batterie externe, hein, assez fat. Le point négatif, ça peut peut-être être les recharges à 17 € les 20 recharges, enfin du coup les 20 feuilles. On sait que chez Polaroid, de toute façon, les recharges, c'est cher. Donc voilà, je vous laisse vous faire votre avis dessus, ça fait des petits souvenirs sympas. Et puis, je vous laisse là-dessus. Et du coup, je l'ai, elle est là, si on peut la voir à la caméra. La photo, je vous l'offre, ça me fait plaisir. On peut la montrer, caméra 4 ou 6. J'ai l'impression que on est dans un immense truc. Voilà, elle est là, on la voit à l'écran. Je vous l'offre, c'est un petit cadeau de souvenir. Elle est magnifique. Pendant le magnéto, on a fait un petit selfie. Donc, en attendant le débrief, je vous en tire 2. On a fait le petit selfie. J'en tire 3, même. Allez, une pour moi. Et elle va imprimer toute seule les petits trucs. En attendant, on va faire le petit débrief et même avoir votre avis. Ça peut être intéressant de savoir ce que vous en avez pensé. Alors moi, j'aime bien ce type de produit, gadget en quelque sorte. Polaroid n'est pas le seul à le faire. Il y a d'autres marques, il y a HP qui a une imprimante très petite, équivalente, qui est beaucoup plus compacte. Epson aussi, non? Je ne sais pas si Epson fait des petites. Mais en tout cas, c'est la première avec la sublimation. C'est ce que j'expliquais dans la vidéo, c'est que c'est la première imprimante aussi petite qui utilise cette technique-là, que j'ai expliqué en vidéo et que je ne réexpliquerai pas ici pour les raisons évidentes de chimie et de connaissances. mais je trouvais ça assez rigolo. Alors après, ça peut paraître cher, mais en effet, si c'est quelque chose. Enfin, encore une fois, je prends l'exemple de la soirée. Je trouve ça rigolo en soirée de pouvoir shooter ces petites photos et à la fin de ta soirée, tu repars. Je trouve que les photos sont un peu petite quand même. Alors c'est peut-être le seul inconvénient, c'est que tu puisses pas finalement choisir. Tu ne peux pas avoir, quoi qu'il arrive, tu ne pourras pas avoir des photos plus grandes. Non, ou alors il faut casser l'imprimante et la grande. Ou alors t'en colles 2 et puis tu fais une Polaroid duo comme le Google plus grosse. Exactement. Mais moi le système là on le voit, c'est en train de s'imprimer. Je trouve ça hyper cool si on peut le voir sur la caméra, d'avoir ta petite image qui sort, qui remonte et t'as les couleurs qui s'ajoutent au fur et à mesure. Forcément quand je la montre elle sort plus. Voilà. T'as les couleurs qui s'ajoutent au fur et à mesure. Je trouve ça assez rigolo. C'est un petit côté waouh où t'es content, t'as ta petite image après quoi. Ouais, et puis pour décorer le frigo, moi je trouve que c'est cool. Non, mais écoute, tu le fous en magnète. Ah non, je croyais la batterie, je comprenais pas. Enfin la batterie, l'imprimante. Pareil, non. Oui, non, mais tu mets ça en photos. Les photos, en effet, c'est assez rigolo. Donc voilà, là il y a la première. Je vous la laisse. Voilà, si on peut voir le rendu, je sais pas si ça se verra très bien à la caméra. Vous voyez, on a notre petit selfie. Voilà, on va zoomer. Franchement, mise au point en direct, on est pas mal. Tu es magnifique comme ça. Elle est pour vous, hein. Je vais vous la laisser. Donc voilà, je vous l'offre. Chacun une photo, c'est cadeau. Et puis voilà, j'espère que ce petit objet vous a plu. Donc ça s'appelle la Polaroid High Print. Si jamais ça vous intéresse, ça coûte en effet 100 €. Et les recharges, c'est ce qui est toujours un peu plus cher chez Polaroid, c'est 17 € pour les 20 feuilles. Ouais, c'est ça, c'est le seul petit point noir de ce type d'objet. C'est le modèle économique. Oui, ils vivent pas grâce à. Consommable. Bien sûr, c'est grâce aux petites recharges que ça vit, sinon il serait en déficit. Voilà. Merci beaucoup Jordan, c'était magnifique. Merci à vous. Merci. Bravo. Quelle belle prestation, on va le garder. Je propose qu'il revienne la semaine prochaine. Il revient la semaine prochaine. Ouais, allez, d'accord, on valide. Un dernier mot sur notre question. 01 Hebdo Orange pour se dire au revoir. Achèteriez-vous une imprimante à 25 000 $? Non, il y a une Tesla citadine à 25 000 $. Est-ce que ça te branche, tiens? Est-ce que tu rêves d'une Tesla moins chère que celle qu'on a aujourd'hui? Actuellement, moi je rêve d'une Tesla tout court. Si quelqu'un chez Tesla, moi j'adore les Tesla. Vraiment, je suis fan. T'as ton permis? Permis trottinette, bien sûr, évidemment. Non, j'adore les Tesla, bien sûr. Je sauterais dessus si je pouvais l'acheter avec grand plaisir. Ben voilà, on est toujours à 70-31 dans notre sondage, notre question 01 Hebdo Orange. Très bien, continuez à voter, on fera le point la semaine prochaine. Vous avez 7 jours pour nous dire ce que vous en pensez. Portez-vous bien, merci de nous suivre sur 01 TV chaque jeudi pour 01 Hebdo et on sera là la semaine prochaine. Merci, à bientôt, portez-vous bien.